Voilà, bienvenue à Spandorf, notre événement Horsch Live pour tout le monde qui vient de se connecter. C'est notre événement en ligne, Horsch Live. On vous présente plusieurs sujets ce qui concerne la technologie, la culture, etc. On a toujours aussi la fonctionnalité du chat, donc si vous avez des questions sur les présentations actuelles ou les présentations du matin, vous pouvez toujours poser les questions. Et vous pouvez aussi accéder aux présentations plus tard. Si vous n'avez pas le temps de les regarder, on peut toujours les regarder plus tard. On va les mettre en ligne plus tard. Notre prochain point, c'est une présentation des collègues russes. On a trouvé deux agriculteurs russes qui nous racontent un peu plus, parce que je sais que la Russie est un pays très intéressant en ce qui concerne l'agriculture, de bons sols, une grande structure, des conditions météorologiques extrêmes et aussi des exploitations très modernes du point de vue de technologie aussi, rotation des cultures. Donc, Orch Life a filmé en Russie, a essayé de filmer comment les collègues russes travaillent. On est donc connecté avec l'entreprise Eco Agroferma. On a parlé à monsieur Nikolaevitch, qui va nous raconter donc un peu comment il travaille. Je vous dis maintenant où on est, donc au milieu de la Russie. Vous connaissez Moscou, je pense. Et au sud de Moscou, il y a donc cette exploitation agricole qu'on aimerait bien visiter avec vous. Et après, vous pouvez aussi poser des questions à monsieur Nikolaevitch. Bonjour, je m'appelle Vassili Nikolaevitch Michanchuk. Je suis le propriétaire d'Agroferma Mikhailovskaya. On a fondé notre exploitation en 2014. On a à peu près 6000 hectares et à peu près, donc on va ajouter à peu près 1000 hectares, mais ça sera tout parce que c'est déjà assez pour la gestion, le management, donc ça rend notre travail intéressant. On a une bonne récolte, parfois du terre assez presque noire. Une fois toutes les 4 ans, on fait des analyses. On a aussi évidemment besoin de nutriments pour le sol. Je n'insiste pas sur j'insiste que cela est très important. Nos rendements, c'est à peu près 45 décitonnes. C'est bien, c'est assez, donc c'est satisfaisant pour notre région. Même 45, c'est assez bien, donc on est content. Et peu à peu, on veut aussi ajouter de nouvelles cultures. Donc, on a déjà le blé, l'orge, le colza, le soja. Donc, ce sont nos cultures standards. Et maintenant, on veut aussi ajouter une nouvelle culture, de nouvelles cultures. C'est la deuxième année maintenant qu'on cultive des lentilles. La dernière année, on avait 14 à 17. Cette année, un peu moins, à peu près 12, mais c'est quand même pas mal pour les lentilles. Et le coriandre aussi. Le coriandre, c'est aussi donc une nouvelle culture pour nous, parce qu'on a besoin de ça pour la rotation de culture. Parce que la récolte, ça se fait en même temps que le semis chez nous. Et c'est donc
pour nous, c'est très important d'avoir des cultures comme ça qu'on peut donc semer entre les autres cultures. Après les pois, après le colza, il nous faut des cultures comme ça. Et après le coriandre, on peut le faire aussi. Il y a aussi des aspects particuliers. Maintenant, on m'a dit qu'on a besoin de cela pour éviter des nuisibles sur le blé. Donc le coriandre a une odeur très forte, donc ça évite une infestation. Il faut quand même faire attention que ça n'ait des impacts négatifs sur le blé. Donc voilà, c'est encore une chose qu'il faut améliorer. On ne cultive pas du tournesol, ce n'est pas notre culture. J'aimerais bien le faire. Si on serait à peu près, si on était à peu près 100 km plus au sud, on pourrait le faire. Mais ici, ce n'est pas possible. C'est pas, ça ne fonctionne pas dans notre région. Peut-être dans quelques années, oui, mais normalement, non. Cette année, on essaye aussi donc, de cultiver le maïs. On va essayer de choisir la technologie adéquate pour avoir des réserves. On a John Deere, par exemple. Donc, jusqu'à maintenant, c'était suffisant pour notre semis. On n'a pas d'autres outils. Il ne faut pas acheter de nouvelles machines. Notre bâtonneuse, là aussi, j'ai acheté une nouvelle moissonneuse-batteuse avec des capteurs qui nous sont utiles pour la récolte. Et là, on a aussi des systèmes de navigation parce que ça nous permet d'économiser en travail. Et là, moi-même, moi aussi, j'ai donc utilisé cette machine, donc cette moissonneuse-batteuse. Et maintenant, je comprends très bien comment on peut augmenter l'efficacité avec ces machines. On ne loue pas de moissonneuse-batteuse et on ne compte pas le faire parce que ceux qui font la récolte doivent aussi pouvoir donc garder l'argent. Moi-même aussi, évidemment, je ne travaille pas gratuitement. Donc, tout va bien, je travaille ici moi-même dans le champ et dans notre bureau. C'est le directeur général qui travaille et si tout est bien organisé, la récolte et le semis se fait très vite, il n'y a pas de retard et on n'a pas besoin de louer des machines de l'extérieur. Donc on peut vraiment s'en occuper. Donc nous pouvons nous en occuper avec nos propres machines. Cette année, on a aussi utilisé des sécheurs de céréales Mix 80, Mix 48. Cela va davantage accélérer le processus dans notre région. Il y a beaucoup de rosée et donc on ne peut pas le faire. Il faut trouver le bon moment pour la récolte. Si c'est trop tôt, c'est pas possible. Donc c'est le sécheur qui nous aide. Donc ça nous aide à générer des meilleurs rendements. Au sud, on n'a peut-être pas besoin d'un sécheur, mais chez nous, oui. On a besoin de ça parce que c'est très humide ici. En août, septembre, donc pendant la récolte du soja, par exemple, ou du colza tardive, cela nous soutient beaucoup. On est vraiment content d'avoir acheté cela parce que grâce à cette machine, donc c'est vraiment la machine la plus grande dans notre région.
Et ça, on appelle ça une plate, donc une assiette même, parce que c'est un petit pont sur le champ. Et je me suis posé la question pourquoi on a ces ponts. Et c'est un phénomène assez qu'on connaît bien ici. Mais, on a J'ai aussi demandé à un expert et je lui ai posé la question pourquoi on a ces ponts sur le champ. Et aussi, j'ai aussi demandé à plusieurs agronomes pourquoi est-ce qu'on a ces ponts, parce que évidemment ça tue le blé. Et l'expert m'a dit qu'après la récolte, nous devons utiliser la charrue pour détruire ce pont. Mais à l'heure actuelle, avec notre méthode de cultivation, ces ponts n'arrivent plus. L'année dernière, quelqu'un m'a appelé et mes amis m'ont demandé si moi aussi j'ai ces petits ponts sur mon champ, et moi j'ai dit allez voir, vous pouvez voir qu'il n'existe plus. Je n'ai pas de pont sur mon champ, donc ça veut dire que ça fonctionne très bien. Donc ma manière de travailler, ça évite ces ponts. Parce que nous, on utilise très peu des technologies, même pas des camions. Et donc, nous n'avons pas besoin de labour à grande profondeur pour éviter cela. Là, il y a 2 ans, on a eu des vents de sable très très forts, mais pas sur notre champ. Donc là, on a aussi demandé aux autres agriculteurs qui ont d'expérience, qui ont dû faire face à cela, mais moi pas. On a été on était donc dans une meilleure situation que les autres. Donc ça veut dire que notre technologie, notre méthode de travailler fonctionne très bien et évite plusieurs problèmes. L'utilisation de ces cultures est assez complexe chez nous parce qu'après la récolte jusqu'au premier jour froid à température basse, nous avons une très petite, très courte fenêtre. Si la récolte commence par exemple le 23 juillet, on essaye de semer les prochaines cultures tout de suite. Si on attend jusqu'au août, on ne peut pas. Donc, si la récolte n'a lieu qu'en août, on ne peut pas semer les prochaines cultures parce qu'on n'a pas assez de temps pour cela. C'est dommage parce que ça fait partie de notre méthode de travailler. Donc, nous n'avons pas vraiment de problème à ce moment. Mais si on oublie quelque chose, si on oublie une étape de travail, évidemment, on fait face à de grands problèmes. Donc, une petite erreur nous coûte très cher. Il faut donc vraiment faire attention à chaque champ, à chaque étape de travail. Et ça, pas seulement au bout de champ, mais partout. Nous avons acheté une machine à très basse pression
qui s'appelle Quat en russe. Et cela évite des endommagements des plantes. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas détruire les plantes. Et donc, on a aussi constaté, si on utilise des engrais liquides de manière très spécifique, que cela nous aide aussi. Il y a plusieurs sols, plusieurs champs. Et il y a aussi de grandes différences de sol dans un même champ. Parfois, le sol est en bon état, parfois pas. Donc, il faut vraiment appliquer l'engrais de manière localisée et contrôlée. Maintenant, donc, on est en train de mettre cela en œuvre. On est en train de chercher des possibilités, des semoirs aussi pour l'engrais liquide. C'est donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et j'ai déjà dit que c'est très important d'avoir aussi une machine Horsch, pulvérisateur de Horsch. Là, je crois que ça va nous aider, mais je sais aussi qu'il y a des opérateurs qui ne savent pas comment l'opérer. C'est pas facile. J'ai demandé à mon ami à Moscou de le faire. Donc, il va venir m'aider ici. Il va me soutenir avec cette machine, ce pulvérisateur. Il faut faire confiance aux gens. Il y a toujours quelqu'un qui sait comment utiliser les technologies plus complexes. Donc, il faut être prêt à apprendre de nouvelles choses et à utiliser de nouvelles technologies. En ce qui concerne l'engrais, lorsque je vais aux conférences, lorsqu'on parle des méthodes traditionnelles, on peut par exemple apporter de l'engrais en phosphate sur une largeur de 20 mètres, mais avant d'apporter de l'engrais, il faut analyser les sols pour savoir où on a besoin de phosphore, où il y a peut-être une carence en azote ou en phosphore. Et ce sol ou cette partie du sol doit être fertilisée, donc basée sur les données de cette analyse. C'est pourquoi j'ai dit tout d'abord qu'il faut vraiment apporter de l'engrais de manière contrôlée et localisée. Donc, je crois que ça va être possible avec ces nouvelles machines, ces nouveaux pulvérisateurs, avec une très grande précision. Donc, je crois que cela va être plus ou moins facile. Donc, je ne crois pas qu'on aura de carence en phosphore, par exemple. Maintenant, donc, sur nos champs, il y a assez de phosphore, je trouve. Donc, j'aimerais bien renoncer aux engrais phosphore. J'aimerais bien utiliser mes propres engrais. On veut aussi commencer l'élevage bovine et on veut aussi utiliser donc cette technologie pour notre culture. Donc on veut utiliser aussi le purin pour nos champs. On a aussi fait plusieurs expériments, plusieurs essais. On a partagé le champ dans 2 zones. Et sur une partie, on a appliqué du purin, sur l'autre pas. Et donc, c'était assez intéressant de voir comment les produits phytosanitaires influencent les rendements. Et je ne suis pas encore sûre comment on va procéder, mais on va en tout cas continuer à faire des essais.
Je pense qu'il n'y aura plus de fongicides. Nous avons, avec le directeur, fait des expériences. Le directeur m'a appelé et il a dit il y a des nuisibles, il y a donc des altis. Je suis allée sur le champ, je l'ai vu et j'ai dit Antoine, regarde. euh, il y a sur chaque plante, il y a des altis. Et j'ai posé la question à Antoine et j'ai dit si on a la possibilité, donc toutes les coccinelles qui vont mourir. Et puis je me suis dit, d'accord, que on n'aura plus de lentilles et on n'a pas mis des produits phytosanitaires. Et le résultat, on avait une bonne récolte. Les coccinelles ont mangé les altises. Donc ça, c'était un signe pour moi que nous pouvons renoncer à cela. Après, nous n'avons plus appliqué de produits phytosanitaires. Il y avait quand même un coin de champ où on a appliqué les produits phytosanitaires et puis on a vu qu'il n'y avait absolument pas de différence. J'aimerais bien ne pas et ne plus appliquer des produits phytosanitaires. Nous avons trouvé notre propre approche, quoi faire dans notre région. Bien sûr, il y a des différences entre le Canada, l'Ukraine. On ne pourra pas faire les mêmes choses que dans les autres régions. Il faut faire des expériences. Et il faut construire les choses pour soi-même. Il ne faut pas faire et imiter les mêmes choses que font nos voisins en Ukraine, par exemple. Raison pour laquelle nous mettons en place nos propres méthodes, notre propre technologie. Les choses sont différentes chez nous. Il faut prendre en considération la région. Et nous sommes arrivés à la conclusion que au premier abord, on n'a pas de problème. Mais j'observe 3-4 ans déjà qu'un an était normal. Par exemple, il n'y avait pas assez de précipitations. L'objectif, peut-être pas l'objectif, mais je voudrais quand même j'aimerais bien introduire une irrigation. Cette année, nous allons faire un essai sur un champ. Nous allons tout simplement faire un semis et nous voulons essayer une irrigation souterraine. Ça, c'est mon rêve. Je crois qu'on pourra avoir de bons résultats. Et il y a bien sûr toute une chaîne de choses qu'il faut faire. L'objectif et le rêve, pour moi, est de mettre en place une technique qui soit en mesure de remplacer 2 autres installations. Bien sûr, il faudrait améliorer la qualité du travail, réduire le temps de travail. Donc, mon rêve, comment dire,
Peut-être c'est pas un rêve, mais c'est mon euh, et ensuite, nous voulons avoir un photoséparateur. Il faut adapter, bien sûr, les graines adaptées. Et je voudrais que la production soit une production haut de gamme. Merci beaucoup de votre attention. Je ne suis certainement pas quelqu'un qui parle au public normalement, mais je voulais quand même vous donner un aperçu de notre manière de faire de l'agriculture. Je suis à votre disposition pour des questions. Bien sûr, il y a des difficultés, mais il y a bien sûr des difficultés, mais je trouve que les avantages de travailler dans l'agriculture sont bien. Et pour moi, pour toute ma famille, pour mes enfants. Je vous ai dit quelle est mon opinion, acceptez-la ou ne l'acceptez pas. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour, Vassili Nikolaevitch, soyez les bienvenus. C'est bien, on peut parler tout de suite en allemand, c'est ça? Если вы на немецком разговариваете, Михаил Браун на русском разговаривает, тогда вы можете без переводчика общаться. Alors, un grand merci pour nous avoir donné un aperçu de votre exploitation. Je trouve que c'est très intéressant comment vous menez des réflexions et comment vous les avez réalisées. Notre public nous a posé quelques questions. Première question, beaucoup d'agriculteurs veulent savoir comment la situation se présente au champ. Est-ce que les cultures se sont bien développées, mal développées? Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très content de pouvoir participer à un tel événement. Je crois qu'on a à peu près la même approche par rapport à la vie et au travail. C'est une question tout à fait intéressante parce que chaque année, on assieste un blé d'hiver que nous semons pendant une certaine période. Irgendwas klappt das auch. Wenn man über den Winterkulturen aktuell reden, dieses Jahr war eine sehr interessante Situation, weil wir immer versuchten, den Winterweizen genau an dem Zeitpunkt sehen, wo wir eigentlich wollten. И вот я задался вопросом, рекомендованные сроки сева озимых культур. Et j'ai posé une question par rapport à la date recommandée de semis du blé d'hiver. On a commencé avec le semis le 23 août jusqu'au 5 septembre. Et j'ai remarqué que ce qu'on a semé entre le 20 et le 25, que cette culture était toujours meilleure que les cultures qu'on a semées en septembre.
ungefähr 20. bis 25. August sehen, dann würden die Immerbestände besser, als wir es später den Aussaattermin gehabt haben. И так как я на комбайне сам работаю, убираю, и заметил, что в бункере тоже Et урожайность выше там, comme где мы сеяли там j'ai 20 remarqué, je travaille également, j'ai remarqué que la récolte semée en août est meilleure que la récolte de ce que j'ai semé en septembre. Habe ich das betrachtet, den frühe Aussaat hat immer mehr Ertrag als den späteren Aussaat. В этом году пришли Cette année, мы сместили je suis где-то на arrivé à la начали conclusion посев 16 que августа. nous avons déjà commencé à semer le 16 août. Alors, on a décalé la date de semis. Да, и увидели, что всех мы уложили Nous nous с sommes 16 по 25 rendu compte qu'on a fait le semis le 16 au 22 et que они уже все et nous nous sommes rendus compte que les cultures d'hiver ont déjà commencé à pousser. Circa für 10 Tage früher gemacht, von 16. bis 25. August, und die Winterungen von Winterweizen viel besser. Конечно, это будет Bien sûr, бункер в комбайне. c'est juste un essai pour le moment. Nous avons fait un essai l'année dernière sur un seul champ et cette année nous avons semé beaucoup plus tôt et nous avons appliqué cette méthode sur tous les champs. Mit früheren Aussaat dieses Jahr von allen. Und wir haben außerdem ein paar Felder die Versuche gemacht, das Winterweizen mit Fungizid zu bearbeiten im Herbst und einmal mit Et on a appliqué des fongicides sur quelques champs et des régulateurs de croissance. Pour juste vous dire, la fin de végétation est quand en automne chez vous. когда у вас заканчивается вегетационный период озимой пшеницы осенью в вашем регионе? Заканчивается примерно, À peu près. по-разному, но в основном Bon, ça varie. все. Середина ноября, 15 ноября уже где-то. Je dirais le 15 novembre, tout est fini déjà. C'est la fin de la période de végétation. Durchschnittlich ist 15. November ist die Vegetation Ende. Да, в этом году закончилось 20 Cette année, je dirais c'était le 20 novembre. Ungefähr 20. November. Nous avons une question de la France. En France, il y a ce thème de semis direct. Combien de temps vous faites déjà un semis direct? Нас смотрят тоже зрители из Франции, фермеры Франции, они тоже активно занимаются технологией no-till, и они задали вопрос, сколько лет вы уже занимаетесь именно технологией no-till? 4 года. 4 Jahre. 4 ans, 100% перешли в первый 100%. Nous sommes passés à cette méthode déjà la première année 100%. Das ist das 4. komplettes Jahr, und wenn diese Saison enden wird, das wird das 5. Jahr. Also die hatten angefangen. À la fin de cette saison, ça sera déjà la 5e année. Alles vom Null angefangen. Und das ist Nous avons commencé dès le zéro. Et donc, pour les cultures, vous avez le classique, il y avait également les lentilles. Quelles sont les idées que vous avez pour d'autres cultures? широкий севооборот, то есть разные культуры, кроме стандартной культуры, которую вы рассказывали, у вас есть другие культуры, чечевица, лен и так далее, и так далее. Хотите ли вы в будущем еще больше других нестандартных культур
культурами заниматься, или это уже у вас последнее решение, которое вы занимаетесь на сегодняшний день? Нет, не все, но достаточно для нашего J'ai региона узкие encore, какие-то культуры pour, охватывать. Вот, допустим, я бы хотел c'est в déjà Бунксе, une large но gamme. мы заложили там маленький участок, там где-то гектар, но у нас второй год не получается, и, видимо, Nous avons utilisé 1 hectare avec une culture différente, mais c'est déjà la deuxième année que ça ne marche pas. Et Und das ist das nicht die letzte Kultur, was Sie jetzt anbauen. Die haben letztes Jahr zum Beispiel versucht, mit Kichererbsen zu arbeiten. Die machen seit 2 on Jahren a Versuche, utilisé aber donc irgendwas les ist pois nicht chiches, mais ça ne marche pas. Und in der Zukunft steht, dass ja auch mit Amaranth zu arbeiten. Die Pläne stehen auch. Et on veut essayer aussi de travailler avec l'amarante. Une dernière question. Bon, le temps est limité. En Europe, nous discutons de l'engrais, du prix, de la disponibilité. Qu'en est-il en Russie? Est-ce que tous les engrais sont disponibles et comment est-ce que le prix s'est développé? У нас в Европе из-за ситуации сейчас пандемии есть некоторые ограничения или, ну, скажем, сложности доступности разных удобрений. Какова ситуация в России? Вы можете как в своем хозяйстве какие проблемы именно по доступности удобрений рассказать немножко? ну, в этом году весной мы Cette année, au printemps, и мы вот почему-то не смогли получить КАС. on n'a pas reçu В Европу. un engrais. On avait l'impression que tout est parti en Europe. Лучше вносить как бы КАС для нас. Но с удобрением у нас тоже сложно. Avec l'engrais, la situation est compliquée parce que le prix a fortement grimpé. Nous faisons des expériences et j'ai l'impression qu'il y a une partie des champs où on n'apportera pas d'engrais. Par exemple, le lin. Le lin, c'est quelque chose qui ne supporte pas bien l'engrais. Mais la situation, de manière globale, n'est pas très bonne en ce qui concerne l'engrais. Et donc, l'engrais qui a été vendu en Europe, c'était l'azote. Es gab keine andere Möglichkeit oder Alternative. Und zweites, das Problem, die Preise steigen also rasant und das macht auch den Leben schwer bei denen. Und zum Beispiel, es gibt verschiedene andere Kulturen, zum Beispiel Flachs. Ja, und die sind nicht so geeignet, wenn man den Dünger einfach mit dem Düngerstreuen rausschmeißt. Und deswegen hätten sie gerne wie früher, aber halt die Situation so und die müssen damit umgehen. Okay. Ja, spasiba. Un grand merci, Vassili Nikolaevich, un grand merci. Merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment une contribution très intéressante. Un grand merci et j'espère qu'on fera connaissance sur le plan personnel. Merci beaucoup, je l'espère également. Au revoir. Der Beitrag, den haben wir im Vorfeld natürlich aufgezeichnet. Wir haben den Beitrag auch ein bisschen gekürzt, weil die Geschichte auf dem Betrieb extrem interessant ist. Merci beaucoup. Donc c'était une histoire extrêmement intéressante. On va aussi télécharger la version complète en russe après pour que tout le monde puisse le voir. Merci Marcus aussi pour la traduction. Voilà. On va passer à la prochaine présentation.